Bien le bonjour, donc ceci est une présentation historique, donc on en est rendu à la 13e capsule, là, ça commence à avancer vite. Et puis on se retrouve justement avec une situation où j'ai décidé d'y aller avec quelqu'un qui est un peu moins connu, mais pourtant qui a le mérite d'être de pouvoir avoir un peu de temps d'antenne si on veut. Donc on fait mention ici en fait aujourd'hui de Daniel Grezolon du Luth, donc qui a été surnommé le Petit Roi de l'Ouest. Donc le Petit Roi de l'Ouest, pourquoi? On va en parler, mais il a quand même fait quelques faits d'armes, ou du moins a eu une importance suffisante pour justement, je crois, être discuté aujourd'hui. Donc, on va aller sans plus tarder. Donc, tout d'abord, je crois qu'il est quand même pertinent et intéressant de dire que la ville du Luth au Minnesota a été fondée et a son nom grâce à lui parce qu'il y a eu beaucoup d'influence dans la région. Donc, on va en reparler un peu plus tard, mais justement, la ville va porter le nom du Luth pour souligner justement l'influence et l'implication qu'il y a eu dans la région de ces grands lacs-là, proche du lac supérieur. Donc, on va d'ailleurs montrer une carte tantôt pour être capable de situer principalement ces endroits d'activité. Donc, tout d'abord, on se retrouve avec un gars qui a une feuille de route bien remplie. Donc, tout d'abord, c'est un ancien écuyer qui est devenu enseigne, donc ceux qui portent les étendards, et finalement, gendarme de la garde du roi. Et après ça, devenu capitaine. Donc, il y a quand même eu, on voit, un bagage militaire. Donc, ce gars-là, en fait, a fait beaucoup de choses pour ce qui est du côté militaire, mais il va se convertir en coureur des bois. Donc, lui, c'est un gars qui rêve de grande exploration. Donc, dans sa tête, il veut être un explorateur, il veut voyager, visiter le pays. Donc, il se dit que la meilleure façon de le faire, c'est d'aller s'étendre et surtout se promener à l'ouest. Donc ça, c'est son plan. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va réussir à faire les découvertes dont il rêvait tant. Et il va aussi fonder par la même occasion, ouais, ça c'est mon logiciel qui bug, donc certains postes de traite à l'ouest, donc pour aider justement au commerce des fourrures pendant qu'il est là. Donc, c'est un coureur des bois, comme je le disais, mais on va découvrir que c'est un diplomate hors pair qui peut négocier des ententes et parfois des situations malencontreuses, et un capitaine qui est considéré fort sympathique. Donc, on voit ici en fait son chemin de 1678 à 1679. Donc, il va partir de Montréal, qui est à l'époque appelée Ville-Marie, pour se diriger, comme on le voit avec le tracé rouge, jusqu'à du Luth au Minnesota. Donc, c'est à peu près ici, justement, que cette ville va se fonder, et on voit que c'est une des régions qu'il a visitées. Donc, ce n'est pas une ville qui était conçue à l'époque, évidemment, et comme on peut voir avec la légende en pâle, ce sont des villes qui n'existent pas encore. On se retrouve justement dans une situation où du Luth va aller vers l'ouest. Donc, pour l'instant, n'importe qui aurait pu le faire. Cependant, ça reste un gars qui est influent et dynamique. Pourquoi est-ce qu'il est apprécié? Les Premières Nations dans la région l'apprécient beaucoup. Donc, elles ne vont pas hésiter une seconde à lui servir de guide quand il va en avoir besoin, en fait. Donc, s'il a besoin de se déplacer quelque part, sa langue d'argent au niveau diplomatique et le fait qu'il est apprécié fait que les guides se présentent tout de suite. Il n'y a pas de problème à être capable d'explorer les terres pour, en ayant en bonne compagnie des guides expérimentés, parce que justement il est apprécié. Il va même se retrouver en fait avec tellement une bonne influence avec les Premières Nations du coin qu'ils vont lui donner 3 esclaves. Salut Satoul! Comment ça va mon cher? Donc, ils vont lui donner 3 esclaves, puis ces 3 esclaves-là vont être hyper fidèles à du Luth. Donc, ils vont le suivre comme son ombre jusque dans les confins de l'Ouest, où est-ce qu'il va visiter le plus loin possible. Super heureux de l'entendre. Donc, ils vont, comme je vous dis, aller vraiment vers l'Ouest, donc on va le voir surtout. Et on voit qu'il y a déjà une bonne influence de ce côté-là, ce qui va amener finalement notre
ami, comme je le disais, à avoir ses 3 esclaves qui, eux autres, vont lui rester fidèles tout le temps. Il va rassembler en fait les chefs autochtones de la région, donc du coin que je vous ai montré de environ proche de Duluth ou les alentours, pour les rassembler puis leur faire signer une paix. Donc s'assurer qu'ils ne vont pas faire la guerre entre eux. Le pourquoi, c'est de faire du commerce des peaux dans la paix, tout simplement, arrêter de se battre et s'assurer que tout le monde aura en fait sa part du gâteau. Donc, comment être capable de faire du bon commerce? T'assurer que tu auras toujours des partenaires qui ne seront pas la guerre entre eux. Donc, les chefs autochtones de la région font une paix, puis il leur dit « Ah, mais n'oubliez pas, pour avoir les meilleurs prix et surtout le meilleur commerce que vous pouvez pas avoir, allez à Ville-Marie. Allez pas voir les Anglais et les Hollandais. Non, 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 non. Allez directement à Ville-Marie. Puis ça va être beaucoup mieux, vous serez mieux reçus, vous allez avoir des meilleurs prix. Bref, en tout cas. Il est capable de vendre des réfrigérateurs aux habitants qui vivent dans le nord à moins 30 degrés l'année. Donc, il y a ce type d'aura-là et d'influence-là. Pendant ses voyages, il va apprendre en 1680 que il y a en fait des 3 prisonniers des Sioux, donc une société autochtone qui en fait les a capturés. Ce qui va faire que lui va décider de faire le détour pour aller voir les Sioux puis négocier leur libération. Il va négocier. Ouais, ça c'est une expression, maintenant il n'y aura pas de réfrigérateur, il peut vendre n'importe quoi et tout le monde va considérer que sa parole est d'or. Donc, il a cette possibilité de convaincre les gens. Donc, il va réussir à négocier pour justement la libération de ces 3 prisonniers-là, dont un était un prêtre. Et le fait, c'est que pendant cette négociation-là, il va comme devoir céder quelques petites parties commerciales. Puis ça, ben ça va quand même lui permettre de ramener les 3 prisonniers à Michilimackinac, qui est en fait une pension, un pensionnat, pas un pensionnat, mais une mission donc pour amener la religion aux Premières Nations. On en apprend pour tous. Donc, on en apprend chaque jour. Les expressions, il y en a beaucoup. Donc, c'est sûr qu'on peut apprendre sur le tard ou tout simplement en discutant. Inquiète-toi pas. J'en apprends tous les jours aussi. Donc, il va les ramener. Lui, il est pas... il n'y a pas du tout l'espèce de fibre de « Ah ouais, je suis un héros et tout ». Non. Pour lui, c'était juste normal. Il a juste fait le détour. Il est allé les porter en lieu sûr. Pas de problème là-dessus. Cependant, ça va créer des jaloux. Donc, pour plusieurs raisons que je vais justement énoncer dans la prochaine diapo. Et là, les jaloux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, en fait, lui avancer qu'il est... il ne respecte pas la France, il ne respecte pas le roi, il ne veut pas non plus... il fait juste ça pour son influence et tout. Donc, parmi les jaloux, on va voir en fait quand même certains noms importants de l'époque. Il y a des marchands de Montréal, parce que il a dû céder certains secteurs commerciaux pour justement libérer les prisonniers. Et il le fait sans l'autorisation en fait des dirigeants de la colonie. Donc, il a comme pris un peu sur lui de négocier pour ces gens-là, pour les libérer, parce qu'il considérait que c'était plus important leur libération que des trucs commerciaux. Mais pour certaines personnes, les choses commerciales sont beaucoup plus importantes. Donc, les marchands de Montréal vont se liguer contre lui, et Cavalier de la Salle aussi, qui lui est un autre personnage qui a essayé d'augmenter de plus en plus son influence. Il va réussir même à une tentative pour coloniser la Floride. Bon, ça va pas bien finir dans son cas, mais ça pourrait peut-être être un autre sujet plus tard. Quand il veut retourner pour discuter avec l'intendant, Jacques Duchesneau, ben, il veut même pas l'écouter. Donc, il n'a pas envie d'entendre qu'est-ce qu'il a à dire. Et finalement, on se retrouve dans une situation où est-ce que Duluth est un peu dans un problème quand même important. Parce que là, comme il dit, il n'y a pas grand monde qui sont là.
Et on l'accuse de complot, donc de comploter contre la couronne de France à cause de ça. Donc pour lui, évidemment, il essaye le plus possible de démontrer qu'il en est rien, qu'il fait ça tout au compte de la France, puis qu'il monte patte blanche. Mais au moins, pour lui, Frontenac, en fait, le protège. Donc, c'est son protégé, ce qui va lui permettre d'aller en France directement. Donc, va en France et réussit à montrer justement patte blanche aux autorités royales, ce qui va faire qu'il va être tranquille, il va pouvoir retourner un an plus tard dans l'Ouest. Donc, il va réussir justement, quand je vous dis qu'il a réussi à se sortir de situations plutôt difficiles à faire, là, il va quand même réussir à convaincre le roi que non, tout ce qu'on disait, qu'il complotait et tout, c'était pas vrai, que c'était pas un gars qui était... il y avait tellement d'influence dans l'Ouest qu'il prenait ça pour lui. Donc, il va réussir justement à montrer ce fait-là. Et il retourne en France et va même réussir à obtenir pas des privilèges, mais de l'aide pour continuer à développer l'Ouest par les nouveaux qui vont se déplacer avec lui pour les intendants et tout ça. Donc, il va poursuivre sa mission, donc fonder des postes de traite. Là, il y en a 2 autres qui vont arriver, puis il va continuer aussi à fortifier Michilimackinac, comme on a vu tantôt. Donc, il réussit à faire ce qu'il a à faire, mais il n'est pas arrêté pour du tout par les propos calomnieux. Donc, alors c'est quoi sa mission? Il continue à faire des forts, il s'allie aux Premières Nations qui sont là, et il devient un pôle d'attraction de plus en plus. On parle de lui. Il devient très important, en fait, dans la région de l'Ouest. Et finalement, par la force des choses, il devient le petit roi de l'Ouest. Donc, tout le monde ne parle que de lui. Et il y a beaucoup de monde autour de lui. Donc, beaucoup de Premières Nations. La région est sensiblement en paix parce que, justement, ils ont signé la paix. Pour faire le commerce des fourrures, ça amène beaucoup d'argent pour la colonie à la France, donc il n'y a que des avantages en fait. Puis probablement que c'est ça que les autorités royales se sont rendues compte, c'est qu'il est important. Oui, effectivement, je le trouve très intéressant, c'est pour ça que je considérais qu'il y avait... c'était important en fait d'en parler, justement. Donc, finalement, il devient ce petit roi de l'Ouest, comme on pense, au niveau de son influence. Influence qui lui sera pratique, d'ailleurs, parce que il va avoir un événement où il va participer qui s'appelle la bataille du lac de Deux-Montagnes. Donc, le 16 octobre 1689, il va aider, en fait, à combattre, parce que, pour une petite remise de l'époque, il y avait, en fait... des groupes d'Iroquois en fait qui faisaient le trouble, qui pillaient, qui brûlaient des villages, donc qui tuaient des colons. Puis les autorités de la colonie voulaient riposter, mais ne le faisaient pas tout de suite. Ils vont attendre à peu près 2 mois après le massacre du canal de la Chine. Il me semble que c'est ça, ou en tout cas, ou de la Chine, bref, c'est une place où est-ce qu'il va y avoir eu beaucoup de pertes à cause justement des guerres iroquoises, mais il va être demandé à lui, donc du lutte, de se déplacer pour essayer de défendre, si on veut, dans la région du lac de Deux-Montagnes. Puis il va trouver un groupe d'Iroquois de 23 individus, et il va justement engager le combat avec eux autres. Il va placer en fait ces canaux, parce que c'était une bataille dans des canaux. Il va les placer de façon à ce que ses adversaires aient le soleil dans les yeux. Malgré tout, les Iroquois vont attaquer. Lui, il va réussir à défendre son groupe, il va faire une contre-attaque. Puis pendant ce temps-là, Frontenac va arriver avec des renforts et ils vont remporter la bataille qui est là. Donc le monde va dire « Ah, ben il y avait juste 23 ennemis, c'est n'importe quoi. » Il faut se rappeler qu'à la Nouvelle-France, dans les colonies, c'était pas des batailles d'envergure avec des milliers de personnes. Ce type d'échauffourée-là, en fait, était considéré des batailles qui pouvaient être assez importantes. D'ailleurs,
après la victoire justement du lac de deux montagnes, il s'est retrouvé qu'il y a eu une augmentation de la confiance de la part des colons. Donc, les gens qui étaient là se sont rendus compte, hey, ils auraient posté, on est capable, ça va leur donner un message. D'ailleurs, ça a justement fait cet effet-là pour de vrai, donc ça a augmenté la confiance des colons, que le gouverneur et tout de la colonie réagissaient. Et en plus, ça a montré aux Iroquois que il allait avoir de la défense, ça serait pas aussi facile qu'ils le pensaient. Ils ont même indiqué que sur les 23 Iroquois qui étaient dans le camp adverse, il y en a 19 qui ont été tués. Il y en a un qui a été brûlé par les Algonquins, donc les alliés des Français. Et il y en a 2 autres qui ont été faits prisonniers sous l'ordre du gouverneur pour être envoyés à Québec. Donc probablement pour être questionnés et tout. C'est non seulement une victoire qui va donner du courage, mais c'est aussi, si on veut, qu'est-ce qui va officiellement réformer du lutte, parce qu'on va en fait le surnommer le capitaine réformé. Donc avec toute l'histoire qu'il y a eu, où est-ce qu'il a dû se défendre son honneur en allant en France, là il va gagner une bataille quand même importante dans la région, ce qui va faire qu'on va le considérer qu'il est réformé. Donc il a réellement montré qu'il était du bon côté. Donc vous voyez un peu la dynamique de ce qui se passe ici. Mais pour lui, évidemment, comme dans tout, il va finir par y avoir une fin. Donc, à peu près 20 ans plus tard, il va commencer à éprouver des problèmes de santé qui vont le forcer à retourner à Ville-Marie, donc pour essayer de se soigner. Mais finalement, ces problèmes de santé-là vont ne pas se guérir et il va mourir de la goutte le 25 février en 1710. Donc, c'est pour lui la fin de la route, mais encore aujourd'hui, quand on fouille un petit peu, c'est pas nécessairement des choses qu'on parle dans les cours, exemple au secondaire et tout, mais c'est quand même, je crois, un personnage qui vaut la peine d'avoir été mentionné ici, non seulement parce que il a eu une bataille importante, mais pour son parcours qui n'a pas été jojo, donc il a réussi à s'en tirer, puis à s'entourer justement avec la diplomatie, la discussion, puis qui a réussi à faire des bonnes affaires dans l'Ouest. Donc, on peut le garder comme un gars qui s'était bien entouré, donc avait réussi à être influent et dynamique. Donc, je crois que ça fait partie de ces grands personnages historiques qu'on parle pas nécessairement, mais qui pourtant ont un parcours qui est hors du commun. Donc, je crois que c'était un gars qui valait la peine de prendre un petit peu de temps pour décrire son parcours. Donc, j'espère que ça vous a bien plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire la recherche sur lui. Ça a vraiment été très intéressant. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir retrouver des personnages comme ça aussi intéressants. Donc, j'appelle des petits joyaux qui font que c'est toujours intéressant. On en découvre plus. Et puis, on a une super histoire à raconter. Donc, effectivement, moi, je le trouve très fascinant. Donc, je vais faire mon revoir YouTube, puis après ça, on va pouvoir continuer à discuter. Donc, un gros merci d'avoir été présent pour la capsule. Ça a été très apprécié. J'espère que vous avez, vous aussi, aimé le contenu. Donc, si vous l'avez fait, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner avec le bouton abonnement pour avoir les notifications de chaque nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Sinon, vous pouvez toujours aussi liker, donc vous assurer de mettre le petit pouce en l'air. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section qui va dessus pour les écrire et les rédiger. Et si vous voulez nous voir en ligne et en direct, de participer comme Satsu et Savon ont fait, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne là-bas aussi pour que vous puissiez participer à la discussion pendant ce temps-là. Donc, je vous souhaite une agréable semaine. On se revoit la fin de semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao!